Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons bien sûr débriefer à chaud, normalement c'est ça, au Grand Prix, enfin en tout cas à la course sprint et en ce début de Grand Prix Aragon en MotoGP. Et puis j'ai envie de vous dire, ne perdons pas plus de temps, entrons dans le vif du sujet et commençons par les pilotes français qui faisaient clairement sensation sur ces 2-3 derniers week-ends avec des pole positions, des victoires et des podiums. Mais là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe et on va commencer par Fabio Quartararo qui se retrouve premièrement en Q1. Ça, c'est plutôt étrange pour le pilote français. Et en plus de ça, qui ne réussit absolument rien sur la course sprint, même si franchement la performance est plutôt pas mal car on vient quand même chercher des points pour le numéro 20 et c'est plutôt une bonne performance au vu de ce que propose la moto. Alors historiquement, la Yamaha ne fonctionne pas vraiment sur le tracé d'Aragon. Pourquoi ? C'est un circuit qui ne propose pas énormément de grip. Le tarmac, le bitume, le tracé finalement ne propose pas énormément de grip, même avec de bonnes températures et des motos qui roulent toute la journée dessus. Et en plus, c'est un circuit un peu moins rapide qu'à Silverstone, un peu moins demandant en termes de train avant et qui nécessite un bon train arrière et beaucoup de grip avec des longues sorties de virage avec la moto en appui sur l'angle ou moto droite. Et ça, la Yamaha, elle n'aime pas du tout. Là, le grip, c'est le gros problème pour la Yamaha, pour la Honda, pour la KTM aussi, un peu aussi pour la Aprilia. Mais chez Yamaha, c'est peut-être le pire constructeur en termes de grip dans des situations un peu extrêmes. Et là, Aragon, c'est clairement le cas. Une piste qui n'offre pas énormément d'adhérence, justement. Et une moto, malgré le nouveau package électronique apporté à Silverstone et les petites modifications châssis, là, c'est la difficulté. On l'a vu toute la journée du samedi. Fabio Quartararo qui se battait sur sa moto avec un train arrière très léger qui vient très vite partir. On est au bord de Aïssad à chaque fois. Il l'a dit Fabio, le but c'est absolument pas de s'envoler, de se satelliser pour essayer d'aller chercher une place directe en Q2. Donc on préfère sécuriser le samedi le vendredi et le samedi on voit ce qu'on peut faire. Et comme d'habitude, Fabio il est capable d'aligner un tour parfait. Donc ça passe en Q2. Pour le coup, aucun autre pilote Yamaha n'a réussi à passer en Q2. Et lors de la course sprint, c'est compliqué pour le numéro 20. Oui, on a une bonne performance, on a une très bonne entame de course, on a beaucoup d'agressivité, des beaux dépassements de la part de Fabio. Mais très rapidement, on vient perdre cette performance au niveau du pneu arrière. Premièrement, la moto est un peu moins rapide que les autres. Et deuxièmement, la moto va consommer beaucoup de pneus. Et donc, le capital pneumatique de Fabio va très rapidement diminuer. Et la Yamaha propose beaucoup moins de grip très rapidement par rapport notamment au Ducati qui était présente autour de Fabio Quartararo et la KTM qui marche plutôt bien aujourd'hui. Voilà pour Fabio, c'est compliqué. Je pense pas qu'il y ait un podium malheureusement demain, en tout cas dans des conditions à peu près normales. On va passer à Johann Zarco qui lui aussi, vainqueur au Mans, podium à Silverstone, assez confiant en arrivant à Aragon. Rien du tout. Malheureusement, rien du tout. Un bon vendredi de la part de Johann Zarco et même de Juan Mir d'ailleurs à côté. Un bon vendredi, une très bonne practice de la part des deux pilotes Honda. Par contre, le samedi, on l'a vu, la Honda, elle était garée. Pareil, problème de grippe à l'arrière, pas assez de vitesse dans les sorties de virage. C'est compliqué. La Honda, elle est là, c'est vraiment pas le circuit qu'il lui faut. On le sait, il y a beaucoup de précision dans ce train avant. On a beaucoup de confiance notamment chez Johann Zarco dans le train avant de la Honda. Et comme je l'ai dit, c'est un circuit un peu moins rapide et qui requiert un petit peu moins de train avant et de vitesse de passage en courbe comparé à ce qu'on peut avoir à Silverstone ou à Jerez ou au Mans, pardon. Et là, du coup, la Honda, la Yamaha ne sont absolument pas avantagées comparé à une Ducati qui, elle, a énormément de grip à l'arrière et qui va être capable de vraiment tourner avec ce train arrière, justement. Et là, on a eu un Johann Zarco en grosse difficulté pour la Q2 qui le place très très bas sur la grille de départ et pour la course sprint qui, là aussi, ça dégringole un petit peu et on ne va malheureusement pas apporter de points. Et côté Johann Zarco, demain, on vise peut-être le top 10, ça pourrait déjà être pas mal. Maintenant, passons à Marco Bezzecchi, là aussi très intéressant, réaction à chaud, on ne va pas parler de tout le monde bien sûr, mais vraiment de ce qui m'a marqué lors de cette course sprint, sans prendre forcément des notes et ainsi de suite. Et c'est Marco Bezzecchi, vainqueur à Silverstone, avant-dernier aujourd'hui à Aragon. On passe de héros à zéro, mais il y a des erreurs. Il y a des erreurs de Marco Bezzecchi, il y a des erreurs de Aprilia. Et tout ça, encore une fois, on a l'impression de se retrouver en début de saison à la découverte de la moto. Erreur en practice, il n'arrive pas à mettre un tour clair. Le tour n'est pas assez bon pour le placer directement en Q2. On va devoir se battre en Q1. En Q1, on a cette erreur en début de qualification qu'il ne doit pas faire. Elle n'a pas lieu d'être en tout cas.
et malheureusement elle est faite pour le pilote italien. On perd la moto numéro 1, on doit rester au stand, enfin rentrer au stand. Une fois qu'on ressort des stands, la moto qui ne fonctionne pas, encore une fois côté Aprilia, des petits problèmes techniques sur la moto. On rentre au stand, on n'a qu'un seul tour lancé avec la moto B, pas le bon setup, on se place avant-dernier. Et alors là, miracle, Marco Bezzecchi ultra performant qui a failli se satelliser au départ. Un Marco Bezzecchi a 2 doigts de se manger le bitume sur la ligne de départ et tout va bien, il part et il finit P8. P8, remontada, waouh, 2 points pris pour le pilote italien, très très fort Marco Bezzecchi. Je me dis qu'on pouvait attendre beaucoup mieux de sa part parce que le début du week-end finalement était très bon, régulièrement dans le top 5. Avec les pneus usés, ça marche bien. La Aprilia était plutôt rapide sur l'ensemble du circuit. Donc on aurait pu viser, je pense, peut-être pas le top 5, mais top 6, top 7, au moins le samedi et le dimanche. Et là, avec cette P20, ça va être très compliqué d'aller chercher un top 5. Ouais, je suis désolé, je vous ai dit, une folie complète. Fabio Quartararo n'a pas du tout réussi à marquer 2 points. J'ai confondu avec Marco Bezzecchi. Non, Fabio Quartararo termine 11e, Marco Bezzecchi termine lui 8e. J'avais confondu, tac. Fernandez termine à la porte des points. Je me suis un petit peu perdu. Voilà, c'est ça aussi, j'ai pas de texte, j'ai pas écrit. On fait en impro, réaction à chaud. Je dis des petites bêtises de temps en temps, mais c'est pas grave, vous m'aurez corrigé de toute manière dans les commentaires. Mais passons à la suite, et la suite, c'est KTM et Ducati. KTM, on est sur la meilleure Q2 de la saison, 3 pilotes, P5 pour Pedro Acosta, P6 pour Brad Binder, qui va malheureusement manquer son départ. Et à la suite de la course, elle est compliquée pour le Sud-Africain. C'est pas mal chez KTM. Encore une fois, Pedro Acosta qui mène la danse avec Maverick Viñales aussi. J'attends un tout petit peu plus. Demain, vous allez le voir pour les prédictions, j'ai quelque chose de grand pour KTM. Mais on a vu un Pedro Acosta très régulier depuis le début du week-end. Ça me fait vraiment plaisir. Attention, la KTM n'a absolument pas progressé. C'est seulement que là, la piste offre un tout petit peu moins de grip. Du coup, le grip apporté par les pneus neufs n'est pas too much. Et on se retrouve avec une KTM plus ou moins bonne. Quand il y a trop de grip, on le sait, la KTM ne fonctionne pas. Beaucoup de vibrations, du chattering, impossibilité de placer la moto comme on veut, la dégradation des pneus qui est énorme. Quand il n'y a pas du tout de grip, la KTM ne fonctionne pas vraiment. Là, on a peu de grip. Du coup, le pneu neuf apporte quelque chose et apporte un grip nécessaire et suffisant pour que la KTM soit dans une bonne fenêtre de performance. On l'a vu avec Acosta, Viñales et Brad Binder. Au bout de 2-3 tours, on a quand même cet énorme drop de performance, un peu comme chez Yamaha. Et après, une fois que les pneus sont un petit peu usés, j'en ai parlé dans le dernier BRK, la KTM retrouve un second souffle et on l'a vu surtout avec Pedro Acosta en fin de course qui aurait pu aller chercher premièrement Morbidelli avec un tour de plus, c'était largement faisable et je pense même Firmin Aldeguer. Donc voilà, Pedro Acosta très bien, on en attend un tout petit peu plus mais au moins on ramène la moto, 2 bons points. Viñales et Binder c'est pas mal aussi, c'est juste derrière, un peu d'amélioration pour demain. Et on peut viser peut-être 3 KTM dans le top 7-8 sans s'ambiancer too much. Et je vais terminer bien évidemment par Ducati qui remet très clairement l'église au milieu du village après s'être dit qu'on pouvait peut-être espérer une victoire de plusieurs constructeurs. Rien du tout. Les courses sprint, c'est toujours Ducati. On se retrouve avec encore une fois 5 Ducati dans le top 7. Enfin bref, ils sont là. Ils sont de retour. On a 4 Ducati aux 4 premières positions. Je me fais attaquer par une mouche. Je sais pas ce qui se passe. Cette vidéo n'a aucun sens. Mais il faut la faire. On est là, elle est faite. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Marc Marquez, très bon. Départ compliqué. Contact avec Pedro Acosta. Du patinage sur la grille de départ, un peu comme Bagnaia l'année dernière. Firmin Aldeguer, très bon. Très solide. Lui aussi, qui a résisté à Pedro Acosta. La Ducati a beaucoup moins ce problème de drop de performance au niveau des pneumatiques. Donc, ils peuvent résister. Ce qu'a fait Morbidelli, ce qu'a fait Firmin Aldeguer. Malheureusement, voilà, la KTM, elle arrive un petit peu trop tard. Et demain, il va falloir faire attention au début de course et à la fin de course pour les pilotes KTM. Parce que les pneus, ça va faire très mal. Donc voilà, chez Ducati, c'était vraiment pas mal. Alex Marquez, encore une fois, P2, P1 pour Marc Marquez. Très bien géré, j'ai pas grand chose à dire. Le dépassement de Marc Marquez, pépite. Il vient de loin, il s'arrête au point de corde. Empêche Alex Marquez de recroiser avec un freinage qui est vraiment très compliqué, sans pour autant faire un bloc passe, mais vraiment, il va bloquer ce point à la corde et Marquez ne peut pas remettre gaz et aller croiser la trajectoire parce qu'on a un Marc Marquez qui va réussir à s'arrêter vraiment au point de corde et à reprendre une trajectoire idéale pour bloquer son frère. Donc le dépassement, il est parfait, une maîtrise excellente au freinage,
c'est impressionnant, c'est du Marc Marquez tout craché et c'est ça qu'on veut voir. Donc voilà, il a vraiment tué la bataille en un virage. Après, il n'y avait plus de questions. Et puis, bravo Ferminal de Guerre, encore un podium. Et Bagnaia, bon, on n'en parlera pas trop parce que je pense que les fans sont en train de se pendre, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Peut-être qu'ils ont déjà sauté d'un pont et ne verront pas cette vidéo, mais c'est compliqué. Le train avant, là, wow, on en parlera peut-être dans une vidéo dédiée, mais là, j'ai rarement vu ça. Et voilà, comme d'habitude, je suis en train de m'enflammer, j'ai envie de parler d'autre chose parce que là, j'ai encore 1 milliard de sujets à aborder, mais on ne peut pas. Rejoignez-moi sur Twitch si vous voulez qu'on parle de plein d'autres choses, c'est dans la description. Pronostics, les pronostics. Demain, en Moto 3, José Antonio Rueda. On est chez lui, sa première victoire, c'était l'année dernière à Aragon en Moto 3. Je l'ai vu de mes propres yeux. Cette année, je reveux la même victoire de José Antonio Rueda. Je pense même qu'il sera capable de s'envoler encore une fois cette saison. Deuxième victoire. Attention, je lance un pari. J'ai du mal à y croire au vu du week-end, mais c'est Diogo Moreira. Première pole position pour un pilote brésilien. Première pole position Diogo Moreira. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai envie de dire c'est maintenant ou jamais. C'est sa plus grande opportunité, c'est sa meilleure opportunité. Diogo Moreira pour sa première victoire en Moto 2. Ça pourrait être exceptionnel. Et en MotoGP, c'est là où ça devient un peu croustillant. Pas du tout. Marc Marquez, Alex Marquez. Et le troisième, Pedro Acosta. Oui, mesdames et messieurs, je mets Pedro Acosta. Pourquoi je mets Pedro Acosta? Le rythme en FP2. Deuxième, on a vu de très bons relais réguliers avec les pneus usés. Il manquait juste Alex Marquez entre Pedro Acosta et Marc Marquez. Donc voilà, Pedro Acosta, P3. Pourquoi P3? Encore une fois, la course sprint. On a vu certes de la difficulté, on a vu de super dépassements de la part de Pedro Acosta, premièrement, de la belle bataille qui nous a fait le spectacle, mais on a vu aussi un rythme qui revenait sur la fin de cette course sprint. Donc le milieu de course de Pedro Acosta peut être très solide. En plus maintenant, il a l'expérience du départ, il a l'expérience de ses premiers tours difficiles. Et demain, le setup, j'espère, sera aux petits oignons. La stratégie sera aussi présente. P3 pour Pedro Acosta. Premier podium de la saison et on la relance maintenant. C'est dit, c'est pour KTM demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao.